France Culture. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1840. La valeur marchande, c'est un problème important surtout quand on est seul et que l'on vit d'expédients pour arriver à peindre. À mes débuts, je l'ai fait. Oui, alors à ce moment-là, c'est important. Mais qu'une peinture prenne du prix, vous savez, la valeur d'une œuvre, c'est un autre problème. C'est un problème d'ordre commercial. C'est un problème qui n'a rien à voir, au fond, avec les vrais problèmes d'un artiste. Une peinture, ça ne vaut rien et ça vaut tout l'or du monde, puisque une autre ne peut pas la remplacer. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il suscite la sidération. Les prix faramineux qu'atteignent aujourd'hui certaines ventes sur le marché de l'art international donnent l'impression d'un canular vertigineux et ils accaparent l'attention. Dans le même temps, la numérisation d'une quantité de données sur les enchères publiques permet des analyses quantitatives et sérielles qui font rêver parfois qu'elles puissent fournir la clé du secret du coût des œuvres lorsque celles-ci passent de main en main. Quant aux spécialistes de l'histoire sociale et économique de l'art, ils s'intéressent souvent principalement au petit monde des collectionneurs, des galeristes, des commissaires-priseurs. Non pas que celui-ci ne mérite d'être étudié, mais cette attention dominante, portée à ce qu'on peut appeler le second marché, risque d'occulter le premier, celui par lequel la production des peintres, des sculpteurs, des photographes, etc., quitte l'atelier afin d'être vendue par eux une première fois. Or, il se trouve que cette étude particulière offre de riches éléments de réflexion sur la formation, la psychologie, les motivations, le mode de vie des artistes. C'est pourquoi on se félicite qu'un ouvrage récent se saisisse de la manière dont ceux-ci ont pu, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, négocier eux-mêmes, plus ou moins directement, le prix de leurs œuvres, que celles-ci soient uniques ou qu'elles soient reproductibles. Ce beau livre s'intitule « Vendre son art » et il est signé à la fois par Charlotte Guichard, professeure à l'École normale supérieure, qui est devant moi, et par sa complice Sophie Crass, maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elles nous permettent ensemble de considérer ce qu'ont pu être, d'âge en âge, les transactions initiales organisées directement par les artistes, avec tous les effets possibles sur leur vie et sur les ressorts de leur... Charlotte Guichard, bonjour. Bonjour. C'était Jacques Douai qui, en 1965, chantait Les Peintres sur des paroles et une musique de Jacqueline Battel. Il me semble que cette introduction peut nous conduire dans l'univers où vous nous entraînez avec tant d'efficacité. Oui, c'est une très belle chanson, un peu douloureuse, qui décrit avec beaucoup d'empathie cet imaginaire qui est associé à l'artiste bohème. L'artiste bohème crève la faim, qui ne saurait pas vivre de son art, alors que sur le second marché, son art, au contraire, se revendrait pour des millions à Chicago ou ailleurs. Cela renvoie à la chanson indéfiniment répétée de Charles Aznavour, La Bohème. Tout à fait. Dans notre livre, on a essayé justement d'entrer un petit peu dans l'atelier du peintre et de comprendre comment cette vision très noire, finalement, de ce qu'on appelle le premier marché, donc le moment où les artistes vendent leurs œuvres, le moment où les œuvres quittent l'atelier, eh bien, ce premier marché est en réalité un moment très riche, très intéressant, passionnant pour étudier à la fois la création artistique dans l'histoire et les relations entre les artistes et l'économie de l'art. Il est souvent vu du côté de la pauvreté, du crève la faim. On aurait presque pu choisir comme épigraphe pour notre conversation, Charlotte Guichard, ce mot de Van Gogh qui disait « ne pas vendre quand on n'a pas de ressources,
vous met dans l'impossibilité de faire aucun progrès, alors que tout irait bien dans le cas contraire. Oui, on a cette image qui, à mon sens, est assez fausse, en fait, de l'artiste en crève la faim, de l'artiste qui ne vend pas son art. Ce qu'on a voulu montrer avec Sophie Crass, c'est que les artistes ont aussi su parfaitement comprendre les ressorts de l'économie, les ressorts du marché, et ont su aussi être extrêmement inventifs pour arriver à faire valoir leur art sur le premier marché. Premier marché, second marché, précisez-nous exactement de quoi il s'agit, Charlotte Guichard. L'opposition entre premier et second marché est très importante. Le second marché, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est celui de la revente. En fait, c'est la circulation des œuvres après, une fois que les œuvres sont sorties de l'atelier. Donc c'est souvent un circuit très public, très médiatisé, avec des prix qui peuvent parfois monter très haut. Le premier marché, c'est celui sur lequel nous sommes penchés parce qu'il est moins connu, moins visible aussi. Pourquoi ? Parce que c'est le premier marché de l'atelier. C'est l'atelier qui organise ce premier marché. L'œuvre sort de l'atelier, elle arrive dans les mains du premier propriétaire, et c'est cette transaction marchande qui nous intéresse. Le premier marché, c'est le marché au centre duquel l'artiste est situé. C'est celui dont il ou elle tire sa rémunération, et donc en tant qu'historienne de l'art, c'est celui qui nous intéresse puisqu'il met au centre l'artiste, sa capacité d'action et son inventivité. Avec beaucoup de conséquences par conséquent sur sa création elle-même. Tout à fait, la création artistique est complètement enchevêtrée, intriquée, en dialogue avec ces contraintes économiques qui peuvent aussi s'avérer très créatives. Vous auriez peut-être pu remonter jusqu'à Pompéi, mais contentons-nous de la Renaissance, et vous jetez là une lumière, en effet, neuve sur le comportement des artistes les plus fameux. Oui, tout à fait. Alors, on évoque l'exemple d'Albrecht Dürer dans les fameuses lettres qu'il envoie à son commanditaire au sujet du retable Haller. La correspondance de Dürer est fabuleuse et d'une manière générale, les correspondances des artistes sont à la fois des sources pour nous, historiens et historiennes de l'art, mais aussi des ressources, en fait, pour les artistes afin de faire valoir leur art, afin de négocier les prix. Et on a retrouvé pas moins de 9 lettres, en fait, de Dürer à son commanditaire, dans lesquelles il décrit son retable, dans lequel il montre le travail, le soin qu'il met dans les centaines de figures qui vont l'orner, et donc lettres dans lesquelles il essaye de trouver un prix et de s'accorder avec son commanditaire sur C'est-à-dire l'église des Dominicains, c'est ça, de Francfort ? Tout à fait. C'est une œuvre vraiment importante et la correspondance qui lui reste associée aujourd'hui nous permet de redécouvrir cet univers économique, artistique, mais aussi cet univers très matériel de l'atelier à la Renaissance. Vous donnez un extrait de la correspondance de Dürer où il réclame 200 florins au moment où il est en train de réaliser l'œuvre qu'on lui a commandée au lieu de 130. Et il dit « Une telle œuvre ne pourra malheureusement pas être exécutée pour la somme de 130 florins. J'y perdrai, car j'ai beaucoup de dépenses et j'y passe beaucoup de temps. Mais je veux tenir ce que je vous ai promis. Si vous ne voulez pas en avoir pour plus de la somme prévue, je le ferai de telle sorte qu'il vaudra encore bien plus que son prix. Mais si vous voulez m'en donner 200 florins, je n'en ferai plus de semblables. Je n'y gagne pas un sou vaillant, on passe trop de temps dessus. » Beaucoup de choses dans cette citation, l'idée qu'il pourrait se recopier lui-même et qu'il ne le fera pas. Oui, la citation est extrêmement riche, on a une écriture extrêmement resserrée. Un des thèmes centraux dans cette citation, c'est le thème du temps. Le prix des œuvres sur le premier marché, et dans ce moment de la Renaissance, de l'âge classique, et encore jusqu'au XVIIIe siècle, le prix des œuvres est largement indexé au temps que l'artiste passe à l'œuvre. Ce qui le met un peu dans une situation de salarié. J'ai travaillé, ou d'un avocat aujourd'hui, disant « j'ai consacré tant de temps à votre dossier, et voilà le coût ». Ce rapport au salariat va réémerger en effet au XIXe siècle. À l'époque de la Renaissance, à l'époque de l'âge classique, il se décline plutôt à travers 2 modalités. Le temps de travail, c'est le temps à la journée passée à l'œuvre. Donc l'artiste va calculer le nombre de journées qu'il a passées à l'œuvre. L'autre modalité de calcul du temps de travail, c'est le nombre de figures humaines. Et dans le retable de Heller qu'on évoquait, Dürer compte le nombre de figures, parce que ce sont ces figures humaines et nombreuses qui le font travailler, qui lui demandent du soin. Le terme de soin est présent dans la lettre. Et c'est ça aussi qui est un indice important pour calculer le prix de l'œuvre. Les personnages, on trouve ça aussi dans l'œuvre de Artemisia Gentileschi,
qui vient de trouver une gloire nouvelle en France à cause d'une très belle exposition, et qui, de la même façon, c'est la fille d'un peintre caravagesque, explique qu'il lui a fallu déshabiller 50 femmes nues pour pouvoir en avoir une seule qui se trouve adaptée à sa création. Oui, Artemisia Gentileschi est une artiste formidable dont les tableaux et dont la correspondance sont une source, je dirais, inlassable d'émerveillement. Vous voulez l'introduire très tôt à cause de cela dans notre conversation. Oui, elle est fabuleuse et puis elle montre l'importance aussi des femmes artistes dans cette question du premier marché de l'art. Ce qui est intéressant avec Artemisia, c'est que c'est une véritable entrepreneuse de l'art. Elle est au même niveau que Rembrandt de ce point de vue-là. Elle sait parfaitement évaluer, au sens d'estimer ses toiles. Elle sait les négocier avec ses commanditaires qui sont des hommes en général, importants sur ce premier marché. Je pense par exemple à Antonio Ruffo, qui est un collectionneur sicilien qui possède également des Rembrandt, donc qui est vraiment complètement inséré dans le marché des artistes vivants. C'est à Ruffo qu'elle s'adresse en expliquant que toutes ces femmes modèles l'ont coûté si cher. Tout à fait. Alors ça, c'est une citation extraordinaire parce qu'elle nous montre que peindre des femmes dans la peinture d'histoire, ça coûte plus cher que peindre des hommes parce qu'il faut trouver des modèles nus, donc des modèles dont les beautés soient à la fois diverses, les carnations soient diverses et des femmes aussi qui acceptent de poser le nu pour Artemisia. Donc elle fait valoir cette difficulté et donc elle augmente le prix de ses toiles. C'est à ce moment-là que s'esquisse en fait un marché des œuvres que les créateurs s'efforcent plus ou moins de dominer, mais ils ne sont pas les seuls. Émerge à ce moment-là un marché des œuvres. Alors c'est ce qu'on a essayé de distinguer d'un marché des artistes. Parce qu'en réalité, au moment, je dirais à la période médiévale, première Renaissance, ce qui coûte aux commanditaires, c'est le travail de l'artiste, ce que je disais à l'instant. Et puis progressivement, on va commencer à payer non plus des artistes, à les rémunérer sur leur temps de travail, mais on va payer des œuvres. Les œuvres deviennent de plus en plus mobiles, elles sont de plus en plus recherchées. Il y a vraiment un premier marché pour les tableaux qui se développent, en gros à partir du Quattrocento en Italie, mais aussi dans les Flandres. Et donc, ce premier marché va favoriser l'avènement d'un marché des œuvres qui se distingue, sans complètement oublier le premier, mais un marché des œuvres qui se distingue d'un marché des artistes. Avec l'introduction de la mise en avant des produits chers qui ont été utilisés, par exemple l'or ou d'autres peintures très coûteuses, c'est un des éléments de cette négociation. J'évoquais le temps de travail tout à l'heure. Dans l'estimation des œuvres, il est évident que la qualité des matériaux fait partie aussi des critères objectifs qui vont permettre de fixer le prix des œuvres. Donc l'outremer, issu du lapis lazuli, extrêmement coûteux, qui vient d'Asie centrale, l'or, qui va pouvoir venir orner certains retables ou des tableaux, tout ça sont des matériaux très précieux qui vont augmenter le prix de l'œuvre et que le commanditaire va devoir bien souvent payer lui-même, en fait. Parce que l'approvisionnement en ces matériaux précieux est rare et coûteux. C'est toute la question notamment de la sculpture, bien sûr, trouver des marbres magnifiques. Très récemment à Versailles, on a exposé le très beau buste de Louis XIV par le Bernin. Et en marge, les commissaires ont reproduit le nombre de discussions du Bernin avec ceux qui pouvaient fournir des marbres qui soient adaptés, les plus beaux possibles, etc. C'est un élément important dans votre sujet, Charlotte Guichard. Parce qu'en fait, dans notre livre, on essaye de montrer que les artistes peintres vont pouvoir faire baisser leur coût de production à partir du moment où elles vont pouvoir trouver des matériaux de substitution aux matériaux extrêmement coûteux. Donc, des tubes de peinture qui vont pouvoir être moins chers, par exemple, que les lapis lazuli ou l'or que j'évoquais à l'instant. Donc, on va avoir une baisse des coûts de production de la peinture qui va permettre à l'artiste d'augmenter ses profits. En revanche, dans le domaine de la sculpture, cette baisse des coûts de production reste bien souvent difficile, car il y a des coûts incompressibles. Le cas du marbre est extrêmement éloquent. Le marbre reste un matériau très coûteux. Au XXe siècle, on parlera d'autres types de matériaux. On parle de sculptures en acier, les sculptures de Picasso à Chicago. Même en bois. Ou en bois. Alors,
On parle de matériaux nouveaux au XXe siècle, les matériaux d'acier, avec lesquels va travailler par exemple Pablo Picasso. Mais c'est vrai que aujourd'hui encore, les sculptures, les grandes œuvres monumentales restent arrimées à des prix élevés en raison de coûts de production incompressibles. Les choses se sont complexifiées beaucoup, Charlotte Guichat, si on regarde la longue durée. Le prix n'est pas attaché uniquement à l'œuvre en tant que telle. Il correspond aussi éventuellement à la longue pratique d'une compétence acquise. Et à cet égard, il y a eu un fameux procès entre Ruskin et Whistler. Absolument. La conception du prix de l'œuvre a largement évolué au cours des siècles. Et si le temps de travail était central dans l'estimation des œuvres au moment de la Renaissance et de l'âge classique, ceci a beaucoup évolué. Alors, 2 épisodes sont fameux. On pourrait d'abord évoquer la figure de Rembrandt. Oui. Rembrandt qui a véritablement reconceptualisé ce qu'était le travail artistique, puisque au lieu de calculer, d'estimer le prix de ses œuvres au temps qu'il avait passé à les réaliser, ce qu'il valorise dans son art, c'est le caractère justement apparemment rapide de son art, la touche extrêmement libre, extrêmement rugueuse, empâtée, enflammée. Et c'est cette individualité du style de Rembrandt qui faisait le prix de son art, et non pas du tout le temps passé, le soin, comme dit Dürer, donné aux œuvres. L'œuvre devient elle-même, l'œuvre unique devient représentative d'un ensemble et en acquiert de la valeur, c'est ça ? Absolument. Chaque œuvre de Rembrandt est emblématique de son style et elle n'est pas arrimée au temps passé à la peindre. L'ensemble de ce qu'il a fait d'autre part contribue à augmenter le prix de l'œuvre elle-même. Tout à fait. Et là, on est au XVIIe siècle. Et c'est vrai, et on va encore plus dans votre sens, lorsqu'au XIXe siècle, avec le fameux procès que vous évoquiez à l'instant, le procès qui oppose le peintre impressionniste Whistler au critique d'art John Ruskin. Qui est si cher à Marcel Proust. Tout à fait. Qui l'a traduit ? En 1878, Whistler intente un procès donc à John Ruskin en diffamation. Pourquoi ? Parce que Ruskin l'avait accusé, je cite Ruskin, de réclamer 200 guinées pour avoir jeté un pot de peinture à la tête du public. Whistler est extrêmement offensé par cette attaque du critique et lui répond que s'il réclame 200 guinées pour ce tableau, le tableau en l'occurrence c'est Nocturne in Black and Gold, s'il réclame ce prix a priori faramineux pour ce tableau, c'est Nocturne en noir et or. C'est qu'il y a travaillé toute sa vie. Et donc il réclame ce prix-là au regard du travail de toute une vie. Et c'est là où les impressionnistes se mettent dans les pas de Rembrandt et participent à ce qu'on appelle dans le livre une forme de reconceptualisation du travail artistique qui va être au fondement d'une nouvelle manière de calculer le prix des œuvres qui, elle, va se développer au XIXe siècle avec le fonctionnement de la cote. Rembrandt au XVIIe siècle et puis les impressionnistes au XIXe vont donc complètement repenser en fait les conditions du travail artistique et donc l'estimation du prix des œuvres. Ce faisant, ils vont aussi participer à une réflexion nouvelle sur les coûts de production auxquels l'artiste doit faire face dans son atelier. Si je vous lis bien, Charlotte Guichat, on ne doit jamais minimiser l'importance du coût pour un artiste débutant, lorsqu'il n'est pas glorieux, de la fourniture d'un certain nombre de produits, notamment de la peinture. Écoutez donc cette interview du peintre Maxime Darnaud, qui a été bénéficiaire en 1961 du prix de la jeune peinture, et qui a une œuvre qui est aujourd'hui reconnue d'ailleurs. Il a vécu de 1931 à 2015. Maxime Darnaud, dans L'Art et la vie, de Georges Charançol, sur France 3 matinale, le 25 janvier 1962. Je suis obligé de travailler en dehors de ma peinture, mais enfin, ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce qui est grave, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour travailler d'une manière efficace. Enfin, je dis beaucoup d'argent, on a besoin d'un atelier, on a besoin de place, on a besoin de matériel. Il faut pouvoir gâcher du matériel, brûler des toiles, déchirer des dessins. Et c'est souvent un luxe que de déchirer un dessin, ou même sacrifier une toile. Le second métier, c'est pas absolument mauvais. Ça permet de temps en temps de s'isoler un peu de la peinture, de se tremper dans des problèmes différents. Et ça permet à un peintre de se lier peut-être beaucoup plus avec la vie, avec ce qui se passe autour de lui, plutôt que de rester enfermé dans son atelier.
Maintenant, évidemment, on est toujours partagé entre... Enfin, moi, je sais que je suis partagé entre le temps de pouvoir travailler pour gagner en somme ma vie et le temps de pouvoir peindre. J'ai l'impression d'ailleurs que j'aurai jamais le temps de faire toutes les toiles que j'ai envie de faire et tous les problèmes qui se posent à un peintre. J'ai 30 ans, mais j'ai l'impression que je me sens vieux. Je dis, mais jamais j'y arriverai, je pourrais pas tout faire, c'est pas possible. Au chapitre des coûts de la création, Charlotte Guichard, il faut évoquer aussi ces ateliers où l'artiste n'est pas tout seul et où, depuis la Renaissance, il élargit largement son travail à sa famille, au sien, à des apprentis aussi, avec l'ambiguïté des relations avec les apprentis, puisque le grand maître paye indirectement les apprentis en les formant. Absolument. L'atelier, tel qu'on l'entend souvent, est conçu comme un espace solitaire. Or, ce qu'on a essayé de montrer dans le livre avec Sophie Crass, c'est que c'est aussi une unité de production collective qui mobilise bien souvent des membres de la famille, hommes, femmes, enfants, et pas seulement des assistants ou des élèves. On évoque ainsi le cas assez fameux de Louise Moyon, dont le musée du Louvre possède des toiles magnifiques, peintre de fruits, peintre de nature morte du XVIIe siècle, qui avait commencé à travailler très tôt, sans doute en raison de son talent incroyable, qui avait commencé donc à travailler très tôt pour son père, lui-même peintre, et qui, à la mort de celui-ci... Elle n'a que 10 ans, c'est cela Elle n'a que 10 ans, tout à fait. Et c'est l'archive qui nous permet de nous assurer de son âge, et qui, donc, à la mort de son père, voit son travail contractualisé, en fait, avec son futur beau-père, qui va reprendre l'atelier de peinture. Et dans ce contrat, Louise est rémunérée à une certaine hauteur pour les peintures qu'elle va faire dans l'atelier de son beau-père. Cette rémunération, en fait, est destinée à la protéger. Donc le contrat ici est protecteur pour la jeune enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si son père était resté en vie, jamais nous n'aurions su que la petite travaillait avec lui et pour lui dans l'atelier. Donc c'est la mort du père ici, un hasard biographique, qui fait surgir cet éclairage sur le travail d'une enfant exceptionnelle, sans doute, dans un atelier du XVIIe siècle. Le rôle des épouses, vous le signalez, vous l'éclairez aussi. Oui, le rôle des épouses est fondamental. On évoque toute une série d'exemples. Par exemple, celui de Sonia Delaunay, qui a assisté son époux tout au long de sa vie. On possède un carnet de notes de l'année 1913 qui montre l'incroyable nombre de tâches qu'elle effectuait pour lui, pour l'aider quotidiennement dans son travail artistique. Et cela est directement lié au fait qu'au 19e et au 20e siècle, les femmes qui ont une vraie vocation artistiques pensent qu'elles ne peuvent pas se marier et qu'elles doivent, comme Camille Claudel, quelle que soit la complexité de leur vie privée, que c'est impossible de combiner cette activité avec la situation de la bourgeoise ordinaire. Tout à fait, on a des exemples fameux. Vous évoquiez Camille Claudel, nous évoquons Rosa Bonheur, de ces femmes qui ont préféré rester célibataires pour se consacrer à leur art et qui, parfois, à leur tour, ont eu aussi besoin d'assistants, ou plus souvent d'assistantes, d'élèves, pour les aider, en fait, dans leur atelier. C'est le cas, par exemple, de Jeanne Joson, qu'on est en train de redécouvrir, qui avait été avec Camille Claudel à l'Académie Julian et qui a mené une carrière de sculptrice et de dessinatrice de la même façon. Une association vient d'être créée pour la promouvoir parmi d'autres. On fait ressurgir, c'est l'effet de l'historiographie contemporaine, un de ses meilleurs côtés, des femmes qui étaient souvent occultées dans ce domaine comme dans d'autres. Oui, dans notre livre, nous avons souhaité montrer que les femmes, longtemps invisibilisées dans l'histoire de l'art plus classique, les femmes étaient très présentes dans une histoire de l'art sensible à l'économie, à la réflexion aussi marchande de l'art. Les femmes surgissent comme artistes plein et entières lorsqu'elles signent leur art, mais elles sont aussi présentes dans les ateliers lorsqu'elles accompagnent, lorsqu'elles assistent leurs maîtres. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Je voudrais que nous en venions maintenant, Charlotte Guichard, à un défi particulier qui se pose depuis toujours, ou depuis très longtemps à l'artiste, c'est la question du contrôle de la reproduction de l'œuvre. Car il y a les œuvres uniques pour beaucoup d'entre elles, et puis d'autres qui sont reproductibles. Aujourd'hui, c'est évident avec les moyens contemporains du numérique. C'est déjà une question pour André Malraux dans son musée imaginaire. Mais le problème existe dès votre Renaissance, soit qu'il y ait des copies
non autorisés, soit que parfois les artistes eux-mêmes reproduisent leurs œuvres en plusieurs exemplaires pour pouvoir les vendre. Absolument. Nous avons un chapitre intitulé « L'économie du multiple » qui vise à corriger l'idée souvent commune de l'original unique qui trônerait sur un mur de musée ou de collection. Poser la question du premier marché, c'est poser la question de la rémunération des artistes. La manière dont les artistes vont pouvoir vendre leur art, vivre de leur art. Lorsqu'un ou une artiste réussit un tableau qui marche bien auprès d'un commanditaire, eh bien, il ou elle va vouloir tirer la meilleure rémunération de cette composition. Et cette question très simple, au fond, permet d'expliquer pourquoi, dans les musées, on a bien souvent des répétitions, ce qu'on appelle aussi des multiples. Titien qui répète dans son atelier plusieurs fois le motif de la Danaé. On sait aujourd'hui que le motif de la Danaé a été peint au moins à 6 reprises, avec des variations, parfois avec une servante, sans servante, avec un petit chien, sans petit chien. Pourquoi ? Parce que le motif tel qu'il l'a composé pour la première fois, pour un commanditaire prestigieux, a plu dans ce cercle de commanditaires et qu'on lui a commandé ensuite des répétitions du tableau avec toujours une petite variation pour que l'original reste établi. C'est vrai encore pour Corot, puisqu'on a, je vous lis, 5 exemplaires de l'Étoile du Berger. Les exemples sont nombreux, sont vraiment très importants et c'est un fait qui a été peu souligné en fait dans l'histoire de l'art, qui s'est souvent posé davantage la question du chef-d'œuvre que celle de la répétition. Et donc nous avons essayé de montrer, à partir de la question du premier marché, que cette question du multiple, elle est centrale dans la capacité d'action des artistes pour créer leur art et pour aussi s'assurer d'une bonne rémunération, en fait. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que cela permet aussi de comprendre pourquoi, dans les musées, aujourd'hui, on peut avoir comme ça des compositions qui se répètent. L'évolution de la technique, à cet égard, au XXe siècle et au XXIe, est essentielle. Je pense au combat des photographes pour lutter contre la reproduction à l'infini de leurs œuvres, en particulier en décidant la numérisation et en se protégeant par la création de coopératives comme Magnum. Par exemple, le grand Henri Cartier-Bresson, le grand photographe, a joué un rôle important dans ce combat-là. La photographie a joué un rôle majeur dans la réflexion des artistes sur la reproduction, sur la répétition de leurs œuvres. Avec l'irruption de la photographie, de nouvelles pratiques se mettent en place. Certains artistes vont se dresser au XIXe siècle déjà contre la reproduction photographique. D'autres, comme Gustave Courbet, vont essayer au contraire d'en tirer profit. Parfois, ils photographient eux-mêmes leurs œuvres pour vérifier qu'on ne les recopiera pas. Ils les photographient pour s'assurer ainsi de profiter du droit de reproduction. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au XXe siècle, jusqu'à une loi publié en 1910, les artistes n'étaient pas les propriétaires du droit de reproduction. C'était les propriétaires de l'œuvre qui avaient le droit de la reproduire. Donc, reproduire l'œuvre par la photographie était un moyen pour les artistes de s'assurer de ce droit ensuite à la reproduction. Ce qui est vrai, c'est que au XXe siècle, avec la fondation de l'agence Magnum en 1947, avec des artistes comme Henri Cartier-Bresson, les photographes, là on sort du domaine de la peinture, les photographes vont essayer à leur tour de mieux contrôler en fait la reproduction de leur œuvre. Et Henri Cartier-Bresson est un exemple intéressant parce qu'il va réussir à articuler 2 types d'économies. Une économie qui est celle de la photographie de presse, et donc une photographie assez large. Avec tout le débat autour de la possibilité ou non de redécouper les photographies. Absolument, et cette question-là va se poser donc dans la deuxième économie, qui est plutôt celle d'une économie de la collection, où là, Henri Cartier-Bresson va réussir à imposer cette fine bordure noire dont nous parlons, pour montrer qu'il a le contrôle sur le cadrage de la photographie. Il va numéroter ces photographies, les signer, et donc c'est aussi l'émergence de ce qu'on appelle l'édition limitée. Et là, ça change complètement la nature, l'ampleur des revenus des photographes à partir de la seconde partie du XXe siècle. En tout cas, pour certains ou certaines d'entre elles ou d'entre eux. Déjà, je vois que Dürer, c'est vous qui nous le dites, en 1511, publiait une adresse qui est devenue célèbre aux copistes qui voulait usurper son fameux monogramme. Il disait « Malheur à toi, fausseur et imitateur des ouvrages et des talents des autres.
Sois conscient de ton audace à poser les mains sur notre travail. Poser les mains sur notre travail. Oui, c'est une très très belle adresse et on voit combien les artistes savaient écrire au XVIe siècle, par exemple. Alors, Dürer, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il protège, c'est le monogramme, c'est la signature. Il n'interdit pas aux graveurs de son temps, là il vise en particulier Marcantonio Raimondi, il ne l'empêche pas de copier son œuvre. Ce qu'il veut protéger ici, c'est vraiment le monogramme et la signature. Donc, vous avez reçu il y a quelques années à propos d'un livre qui s'appelait La Griffe, qui tourne exactement autour de cette idée. Tout à fait, la question de la signature est bien sûr au cœur aussi de l'économie de l'art. Et la reconnaissance du nom, l'autorité du nom est un élément important dans l'évaluation des œuvres. Il y a aussi, Charlotte Guichard, l'arrivée des effets du numérique, puisque vous nous dites qu'on peut aujourd'hui commander en Chine une copie des tournesols de Van Gogh. On n'affirmera pas être de Van Gogh, mais qu'on pourra mettre au-dessus de sa cheminée. Oui, alors là, c'est un marché globalisé, tourné plutôt vers la peinture ancienne. Donc là, on est plus sur le second marché. Mais il est intéressant, en effet, de voir que ce soit le monde de la peinture à la main, parce que la place de Deifen que vous évoquez, ce sont de vrais peintres qui peignent des répétitions à la main, ou le monde du numérique. Cet univers de la reproduction s'est développé considérablement avec le développement des nouvelles technologies. Alors, il faut maintenant, Charlotte Guichard, que nous en venions à considérer quels ont été les intermédiaires des artistes dans ce premier marché que nous considérons aujourd'hui, la vente directe par les créateurs de leurs œuvres, directe mais néanmoins avec des appuis, des aides. Et c'est là qu'on voit surgir ce qu'on peut appeler les acteurs du marché qui viennent organiser avec les artistes parfois la mise en place de ce système. Il faut remonter d'ailleurs une fois de plus à la Renaissance. Écoutez donc ce que Michel-Ange peut encore nous dire. C'est une interview de l'historien de l'art Antonio Pinelli avec un extrait d'une lettre de Michel-Ange. J'emprunte cette archive à un documentaire de Perrine Kervan qui avait été diffusé sur France Culture le 5 décembre 2017. Ainsi, Michel-Ange a-t-il toujours traité avec les grands mécènes, les grands commanditaires de son époque, de grands personnages avec lesquels il avait un rapport d'égal à égal. Ce sont des relations qui sont parfois conflictuelles. Michel-Ange était très susceptible et très orgueilleux. Il n'acceptait pas d'être humilié par ses puissants. Il avait une haute estime de lui-même. Rome, 2 mai 1545. J'ai reçu la corbeille de poires. Il y en avait 86. J'en ai envoyé au pape 34, qui lui ont paru belles et fort bonnes. Dis au prêtre de ne plus m'écrire à Michelagnolo sculpteur, parce que je ne suis connu que sous le nom de Michel-Ange Buonarroti. Là, il y a un contact direct entre l'artiste qui se situe lui-même à un niveau d'égalité quasiment avec le prince, son commanditaire ou son acheteur. Michel-Ange est tout à fait emblématique de ce qu'on a appelé l'économie de l'attachement dans l'ouvrage. Une économie de l'attachement dans laquelle circulent des affects, des émotions, mais aussi des choses plus matérielles, des poires par exemple, comme dans la citation à l'instant. L'artiste, en fait, on a voulu lui rendre sa capacité d'action dans cet ouvrage. On a voulu montrer que il ou elle pouvait, dans cette relation avec ses commanditaires ou ses acheteurs, plus tard dans l'histoire, avoir son mot à dire. Et dans cette histoire, Michel-Ange est sans doute un moment important, puisqu'il va en effet réussir à se hisser à la hauteur de ce qu'on appelle alors ces mécènes, les papes de Rome, par exemple. Donc, dans l'extrait qu'on a entendu, qui montre encore aussi la beauté des correspondances d'artistes, on voit un artiste qui sait négocier son art, qui sait négocier son autorité et qui va réussir à l'imposer dans un milieu extrêmement concurrentiel. Ces économies de l'attachement, bien comme on les appelle, elles vont se transformer au fil des siècles. Mais ce qui reste très fort, c'est cet échange, en fait, qui va structurer les relations entre, d'un côté, l'artiste, qui va bien sûr céder une partie de sa liberté, mais en échange, un commanditaire, un mécène ou un acheteur, plus tard un galeriste ou une galeriste, qui va assurer à l'artiste une forme de confort matériel en lui procurant soit une rémunération à l'œuvre, soit une rémunération qui va parfois être décrite davantage comme du salariat, mais qui va attacher l'artiste
à ce mécène, à ce commanditaire. Et donc, même si les formes de cet attachement changent au cours des siècles, ce qui est structurant, c'est ces échanges qui sont pas simplement des échanges économiques ou financiers, mais qui sont aussi des relations sociales, affectives, émotionnelles. L'économie est toujours empreinte de cette texture émotionnelle qui fait aussi la particularité de ce premier marché de l'art. Il y a d'ailleurs toujours un effort, Charlotte Guichard, d'un certain nombre d'artistes pour restituer ce type de relation, y compris au XIXe siècle, soit que ce soit avec des mécènes, soit que ce soit avec un public plus large. Je voudrais à cet égard citer le cas de Gustave Courbet, qui est tout à fait topique, et qui écrit ici à son mécène, Alfred Bruyas. Alfred Bruyas est un riche bourgeois de Montpellier qui entretient avec Courbet des relations particulières. Parfois, il demande même de recopier, on y revient, pour lui, un certain nombre de ses tableaux. Bruyas est le propriétaire de nombreux tableaux de Gustave Courbet, comme La Rencontre, le fameux tableau, aujourd'hui d'ailleurs à Montpellier, précisément au musée de Montpellier. Le Retour des paysans aussi, de la foire. Tout à fait. Et donc, Bruyas est le propriétaire de certains tableaux de Courbet. Et Courbet va donc lui demander des photographies de ce tableau pour pouvoir les vendre à Paris au moment de l'exposition de 1855 au sein du pavillon Courbet. Ce qui est très intéressant avec Courbet, c'est qu'il arrive à articuler deux modalités du marché de l'art, du premier marché de l'art au XIXe siècle. L'attachement personnel et le grand public. Un attachement personnel très fort avec Bruyas, qui le soutient et avec qui il a une correspondance. Et d'autre part, l'appel au public à travers ce modèle de l'exhibition qu'il emprunte au modèle anglais, donc l'exposition publique, en marge de l'exposition à Paris, de l'exposition universelle. Et donc, une double modalité, une grande inventivité en réalité, ici de Gustave Courbet, qui montre à quel point ces artistes étaient inventifs dans la manière de créer un rapport avec leur public dans l'espace public. Eh bien, écoutons Courbet, une lettre à Alfred Bruyas, qui est ici lue par Anne Wartel dans l'émission Mise au point de Pierre Descargues le 25 novembre 1985. Il faut du courage. J'ai brûlé mes vaisseaux, j'ai rompu en visière avec la société. J'ai insulté tous ceux qui me servaient maladroitement. Et me voici maintenant seul, en face de cette société. Il faut vaincre ou mourir. Si je succombe, on m'aura payé cher, je vous le jure. Mais je sens que je triomphe, car nous sommes deux. Et à l'heure qu'il est, à ma connaissance, seulement peut-être 6 ou 8, tous jeunes, tous travailleurs acharnés, tous arrivés à la même conclusion par des moyens divers. Mon ami, c'est la vérité. Dans 1 an, nous serons 1 millier. Oui, mon cher ami, j'espère dans ma vie réaliser un miracle unique. J'espère vivre de mon art pendant toute ma vie, sans m'être jamais éloigné d'une ligne de mes principes, sans jamais avoir menti un seul instant à ma conscience, sans même avoir jamais fait de la peinture large comme la main pour faire plaisir à qui que ce soit, ni pour être vendu. J'ai toujours dit à mes amis, qui s'épouvantaient de ma vaillance et qui craignaient pour moi-même, ne craignez rien. Devrais-je parcourir le monde entier, je suis sûre de trouver des hommes qui me comprendront. Ils me feront vivre, ils me sauveront. J'ai raison, je vous ai rencontrés, c'était inévitable, car ce n'est pas nous qui nous sommes rencontrés, ce sont nos solutions. On est vraiment là, Charlotte Guichard, dans cette économie de l'attachement que vous évoquiez il y a un instant. Il y a toute une réflexion au mi-temps du 19e siècle sur la manière pour les artistes de trouver leur public directement, sans intermédiaire. Le salon public dominant un peu les choses, mais Courbet essaye d'inventer autre chose. Et d'ailleurs, les socialistes, qu'on appelle parfois, avec un esprit de théologie malvenu, les pré-marxistes, disons les économistes utopistes, Fourier, Considérant, Proudhon, ont réfléchi à cela. On a souvent mis un petit peu de côté dans l'historiographie, dans l'histoire en fait, ces tentatives de la part des artistes d'associations nouvelles, l'envie de faire communauté, de faire association pour lutter justement contre cette économie de l'attachement qu'on évoquait à l'instant. Donc contre des carrières restreintes au cercle de l'interconnaissance, des artistes comme Gustave Courbet, et avec lui autour de lui des économistes, des utopistes, des penseurs, ont essayé d'inventer de nouvelles associations.
autour de l'art. Alors ces associations, elles ont pu prendre des formes socialistes, mais elles ont aussi pu prendre des formes libérales, en fait. Il y a un foisonnement de tentatives d'associations. Les impressionnistes, dans les années 1870, vont eux aussi mettre en commun leur art, leurs ressources économiques pour essayer de changer le modèle du marché de l'art. Ces associations n'ont pas toutes rencontré le succès souhaité, mais elles témoignent de l'inventivité, là encore, des artistes qui sont véritablement des penseurs de l'économie, mais à partir de leur pratique artistique. Il y a le cas de Rosa Bonheur que vous mettez à bon escient en lumière, Charlotte Guichard. Rosa Bonheur est un cas fascinant. D'abord parce qu'elle est une femme rare à l'époque qui a su imposer son art, non seulement en France, mais en Europe et aussi aux États-Unis. Elle reprend tout son éclat depuis une dizaine d'années d'ailleurs. Une grande exposition a eu lieu. Exactement. Et on découvre à quel point son art a été extrêmement important, notamment dans la représentation animalière. À l'aventure britannique. Rosa Bonheur a exposé son marché aux chevaux, d'abord au salon de 1855 à Paris. Elle ne trouve pas d'acheteur à Paris, et donc c'est son marchand, Ernest Gambart, qui va avec elle décider de faire un tour à cette immense toile. Rosa Bonheur participe à un moment important de cette histoire du marché de l'art, celui des Great Exhibitions. C'est un moment où la peinture, là encore, essaye de se renouveler en dialoguant avec le milieu du spectacle, du divertissement. Des grandes toiles sont peintes qui vont être exposées devant un public qui va payer sa place pour voir la toile et non pas pour l'acheter. Rosa Bonheur, elle part en Angleterre, elle part en Écosse, elle va aussi partir aux États-Unis pour montrer son œuvre, pour l'exposer, et elle va réussir, là aussi, à inventer, avec l'aide de son marchand, Gambart, un nouveau modèle économique. Elle n'est pas la seule. Albert Bierstadt, Frederick Church sont aussi ces peintres de l'école américaine qui vont exposer des toiles de très grand format, avec cette sensation immersive dans une nature américaine incroyable. Et plutôt que de tirer leur rémunération de la vente du tableau, ils vont tirer leur rémunération de ce spectacle de la peinture qui est offert au grand public. Ça, c'est tout à fait nouveau et au fond, c'est resté assez rare. On ne trouve guère l'équivalent aujourd'hui. Oui, en fait, je pense qu'on est là à un moment où la peinture essaye d'émuler la photographie, d'émuler ce qui deviendra ensuite le cinéma. Mais ce spectacle visuel, ce spectacle de l'image, finalement, trouvera sa solution à travers le cinéma. Alors il faut que nous introduisions maintenant dans notre conversation consacrée aux artistes en face du marché, la manière de vendre leurs œuvres. Ce matin, le personnage important, essentiel, qui est le marchand de l'art. Je vais vous faire écouter cet entretien de Daniel-Henri Kahnweiler, qui est un des plus notoires de ces personnages avec Rosenberg, avec Durand-Ruel et d'autres, qui est interrogé par Francis Crémieux dans ses entretiens sur France 3 National le 16 mai 1961. Il parle de leur petite corporation d'une manière qui retient l'attention. Paul Rosenberg offrait davantage à Braque. Léger également, la même chose. Léger étant venu me dire un jour que Paul Rosenberg lui offrait le double de ce que je lui donnais. Tristement, je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner la même somme. Mais quand, 3 mois après, il est venu me dire, de nouveau, Paul Rosenberg m'offre le double de ce que vous me donnez maintenant, j'ai dit, mon cher ami, je crois que c'est une grosse erreur de surfaire les prix de cette façon-là, et je ne puis le faire aller chez Paul Rosenberg. Le fait est qu'il est allé chez Paul Rosenberg, mais la crise étant arrivée peu après, en effet, il y a eu effondrement des prix, et Paul Rosenberg, lui, a plus rien acheté du tout. Et là, je tiens tout de même à dire que j'ai eu affaire à un autre peintre, qui lui était un ami et un héros, c'était Juan Gris. À lui aussi, Paul Rosenberg a fait les mêmes propositions. Gris a refusé immédiatement et est venu me dire, voilà ce que Paul Rosenberg m'offre, mais vous pensez bien que pour moi, il ne saurait en être question. Mais vous n'avez donc pas une franc-maçonnerie des marchands de tableaux. Vous êtes bien naïf, mais non. Les marchands de tableaux ont toujours essayé de se chipper les peintres qui se vendaient.
On pense toujours à Durand-Ruel, de fait, comme le grand galeriste, le grand marchand pour les impressionnistes, qui a joué un rôle fondamental. Charlotte Guichard. Kahnweiler, Durand-Ruel font partie de ces grandes figures de marchands à la fin du XIXe siècle qui ont été associés à l'avant-garde et qui ont aussi été associés avec ce modèle original du contrat qu'ils nouaient avec les artistes. Ce contrat, c'est une grande nouveauté dans le premier marché parce qu'il permettait aux artistes à la fois de trouver une forme de sécurité financière, tandis que le marchand, lui, il trouvait une manière de redorer son blason en se présentant comme un ami, voire comme un mécène des artistes. Alors, on a souvent parlé des contrats d'exclusivité de Durand-Ruel et de Kahnweiler. Ce qui est très intéressant, c'est que ces marchands, dans le contrat qu'ils établissaient avec les artistes, ont complètement changé la conception du prix des œuvres sur le premier marché. La question de la cote est fondamentale. On a vu que dans la première modernité, les artistes savaient négocier les prix de leurs œuvres, le prix de leur art. Avec ces marchands et ces galeristes, s'invente une nouvelle manière de calculer le prix de l'art à travers ce qu'on appelle la cote. Alors la cote, c'est un terme un peu technique qui a deux significations différentes. La première, qui est la plus connue, c'est la cote sur le second marché. On va pas en parler, mais la cote sur le second marché, en gros, c'est la moyenne des prix que les œuvres atteignent sur le marché des ventes aux enchères. Sur le premier marché, en revanche, la cote, c'est un taux qui est fixé par le marchand en fonction de la réputation des artistes et qu'on va appliquer aux dimensions des œuvres et au genre des œuvres qui sont vendues par les artistes. Les œuvres n'ont donc plus un prix individuel. Le prix n'est plus négocié de manière individuelle sur chaque œuvre. Le prix est négocié par rapport à l'ensemble de l'œuvre de l'artiste. Et donc, le prix d'un artiste, c'est la cote multipliée par la dimension de l'œuvre. Une cote ne peut jamais baisser. Donc, on doit toujours établir la cote en fonction, évidemment, de la réputation de l'artiste. Elle est calculée ainsi par le marchand, par le galeriste. Et la cote de l'artiste va augmenter tout au long de sa carrière. Le terme de cote apparaît très souvent sous la plume de ces galeristes qu'on évoquait à l'instant, Durand-Ruel, puis ensuite Kahnweiler. Ces marchands sont des coachs, ce sont des gens qui accompagnent les artistes. On est vraiment dans cette nouvelle économie d'attachement qu'on a décrite et qui prend des allures parfois insoupçonnées. On a voulu en fait un petit peu aller contre les débats toujours autour de la liberté ou non des artistes pour aussi un petit peu explorer ce tissu des émotions, des affects qui entourent les artistes dans ce marché de l'art. Donc c'est aussi un autre regard qu'on a voulu porter. Il va de soi que ces affects ne vont pas sans tension, sans conflit. La négociation sur la cote, c'est-à-dire que sur le taux que le marchand va appliquer à l'œuvre d'un artiste, elle peut être extrêmement difficile entre l'artiste et le marchand. On en donne quelques exemples dans le livre. Elle peut être à l'origine de la rupture avec le marchand. Avec la concurrence entre les marchands qu'évoquait Kahnweiler tout à l'heure. Exactement, c'est ce qu'évoquait Kahnweiler. Donc la cote, c'est à la fois un outil qui va faire que l'artiste perd le contrôle du prix de son art et qui va être aux mains du galeriste. Tout en y étant, j'imagine, très attentif. Et qui est en même temps très attentif, et c'est en même temps quelque chose qui va lui permettre de travailler en sécurité à son art dans la longue durée. Je voudrais que nous parliez aussi de Charlotte Guichard, du rôle des ventes aux enchères dans cette histoire que nous évoquons ce matin des artistes s'efforçant de vendre eux-mêmes leurs œuvres. Ils ont tâché d'être présents dans le monde de Drouot et des autres salles du même genre. Et en fait, les commissaires-priseurs ont réussi à défendre leur spécificité de façon, sur la moyenne durée, très efficace, non ? Tout à fait. Les ventes aux enchères deviennent un des lieux centraux du marché de l'art à partir du XVIIIe siècle et plus encore du XIXe siècle, avec notamment à Paris la création de l'hôtel Drouot en 1852 que vous évoquiez. La salle de vente aux enchères n'était pas originellement destinée forcément au marché de la revente, ce qu'on appelle le second marché. Les artistes ont souhaité d'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, investir ce lieu du marché de l'art pour vendre directement leur production artistique. En Angleterre, William Hogarth, qui est un peintre très important pour l'école anglaise de peinture, s'est fait le héros de cette protestation. Héros H-E-R-O-S et
H-E-R-A-U-T. Tout à fait, dans les deux sens du terme, pour essayer de promouvoir la présence des artistes dans ces ventes aux enchères. On propose une gravure assez intéressante et assez polémique, qui montre comment les artistes s'opposent aux commissaires-priseurs pour contrôler en fait ce nouvel espace du marché de l'art. C'est un échec en Angleterre, c'est un échec à nouveau à Paris au XIXe siècle, alors même que les artistes impressionnistes de la seconde moitié du XIXe siècle vont essayer de vendre directement leurs œuvres à Drouot. Ils échappent au salon officiel, mais ils sont dans la main du monde des commissaires-priseurs. Voilà, ils n'arrivent pas à occuper cet espace de la salle de vente. Et rebelote, j'ai envie de dire, au XXIe siècle, lorsque l'artiste Banksy, en 2018, envahit la salle de vente anglaise de Christie's avec cette performance qui est liée à son œuvre la plus célèbre en Angleterre, le Girl with Balloon. Donc on est en 2018. Banksy rentre par effraction dans la salle de vente. L'épisode est fameux. À Londres, l'événement est mondain, et puis est mise en vente Girl with Balloon, l'œuvre de Banksy. Au moment même où Barker va pour adjuger l'œuvre pour 1,2 million d'euros, l'œuvre est automatiquement broyée grâce à un système que Banksy a caché dans le cadre doré qui orne son œuvre. Ce qui se passe en fait, et là c'est formidable. Alors, Banksy s'inscrit dans une tradition qui remonte au XVIIIe siècle, celle de l'artiste qui réclame d'abord l'accès à ce lieu qu'est la vente aux enchères, qui se plaint de la captation de son art par les collectionneurs et par les marchands. Il faut savoir que cette œuvre, Girl with Balloon, elle avait été donnée à son propriétaire. Et Banksy, donc, ce qu'il dit, c'est qu'elle a été ensuite revendue pour 1,2 million de livres. Donc la marge est extrêmement importante. Il se plaint de cette spéculation autour de son art. C'est plus qu'une marge, puisque c'est un tout. C'est un tout, exactement. Le nouveau titre de l'œuvre ainsi produite, car par cette performance, Banksy produit une nouvelle œuvre, et l'œuvre, c'est L'amour en lambeaux. C'est le nouveau titre de l'œuvre aujourd'hui, l'œuvre déchiquetée, broyée, qui est désormais exposée dans les musées, dont le prix, on le sait, a déjà augmenté. Le geste a été symbolique et voulu comme tel. Banksy montre, là encore une fois, la grande réflexivité des artistes sur leur art. Il nous dit que les artistes sont vigilants. Il nous dit aussi que les artistes sont intelligents. Ils savent promouvoir leur art. Banksy sait promouvoir son art. Il a fait augmenter la valeur de son art par cette protestation sur la captation de la valeur par certains collectionneurs et certains marchands. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les artistes contribuent à faire évoluer une certaine idée de l'économie, en particulier de l'économie de l'art, qui sont des acteurs aussi à cet égard, ce qui pourrait surprendre ? Absolument, les artistes sont de véritables penseurs et penseuses de l'économie de l'art, mais de l'économie en général. Ils sont partie prenante de l'économie en général, parce que l'art d'abord a une place importante dans l'économie en général, mais aussi parce qu'ils pensent les modalités par laquelle la valeur est créée. Réfléchir à l'original, réfléchir au multiple, réfléchir à la manière d'articuler l'original et le multiple, comme le font les artistes, en inventant, comme nous l'évoquions, des photographies en édition limitée, en imaginant des répétitions peintes, comme le fait Titien. Tout ça, ce sont des manières extrêmement pratiques à travers lesquelles les artistes réinventent la valeur qui est non pas théorisée dans des traités, mais qui est exprimée, manifestée à travers leur art lui-même. Merci beaucoup, Charlotte Guichard, de nous avoir démontré que les relations entre les artistes et le marché sont plus importantes que leur simple intérêt et qu'ils contribuent à dessiner aussi quelque chose de notre civilisation. Merci à vous, c'est en effet l'art qui nous permet d'introduire à cette grande diversité. Votre livre s'appelle, signé à la fois par vous-même et par Sophie Crass, « Vendre son art », je le rappelle, de la Renaissance à nos jours. C'est un livre qui appartient à la collection de l'univers historique aux éditions du Seuil, qu'avaient fondé jadis Jacques Julliard et Michel Vinocq et qu'aujourd'hui dirigent Paulin Ismard et Patrick Boucheron. Je voudrais rendre hommage à Raymond de Moulin, que j'ai cité, chemin faisant, qui a été vraiment, il y a un demi-siècle ou plus, une pionnière dans le domaine de la réflexion sur le marché de l'art. Elle avait publié Le marché de la peinture en France aux éditions de Minuit en 1967. On doit pouvoir encore se procurer l'ouvrage de différentes façons, en bibliothèque ou sur la toile.
Je vous renvoie aussi au livre de Julie Verlaine, consacré aux galeries d'art contemporain à Paris, avec le sous-titre « Une histoire culturelle du marché de l'art 1944-1970 » aux éditions de la Sorbonne, 2019, ce qui braque l'attention sur une période plus récente. Je signale que je vous avais reçu déjà, Charlotte Guichard, il y a quelques années, pour parler des faux en peinture, magnifique sujet. Le titre de votre ouvrage était « La griffe du peintre, la valeur de l'art 1730-1820 », paru au Seuil. Et puis, puisque nous avons indirectement traité aussi du second marché, du marché international de l'art, je citerai l'ouvrage de deux auteurs, Daniel Le Granet et Catherine Lamour, intitulé « Grands et petits secrets du monde de l'art », qui avait été publié en 2010 et qui a été réédité chez Pluriel en 2018. Et enfin, pour regarder du côté du théâtre, je signale qu'a été donné au théâtre du Lucernaire et sera reproposé sur différentes scènes nationales une pièce de Cliff Paillet en collaboration avec David Asio qui s'appelle Gauguin Van Gogh,